Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 4 avril. Je reviens en gilet jaune pour parler de l'actualité française, notamment les élections présidentielles prévues le 10 avril, donc le dimanche prochain. 10 avril, c'est le premier tour des élections présidentielles en France. Je crois qu'on le dit au pluriel parce qu'il y a deux tours, j'imagine. Bon. En fait, j'ai reçu d'une amie hier une vidéo d'un monsieur qui disait qu'il ne va pas y avoir d'élection. Alors, je ne sais pas si c'est un poisson d'avril. Et je dis, bon, attendons de voir, parce que le monsieur explique comme ça, en disant que, voilà, visiblement, ça va être annulé. Alors, je sais pas, voilà, il aurait envoyé ça en mars, ou un autre mois, on n'aurait rien dit. Mais comme c'est en avril, donc on pourrait peut-être penser à un mois d'avril. Sauf que, faut voir. Donc, attendons de voir. C'est une question de jour. Aujourd'hui, on est le 4, donc il nous reste quelques jours. Hein, le 10, c'est le premier tour. Mais avant de faire mon commentaire, je vais comme d'habitude vous montrer une vidéo, et puis après, je fais mon commentaire, comme vous savez. Voilà. Il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. McKinsey, a-t-on affaire véritablement à un scandale d'État? C'est un sujet qui est peu traité dans les médias. À mon avis, qui va monter ces prochaines heures. Je disais que ça peut être à Emmanuel Macron ce qu'a été les diamants de Bokassa à Valéry Giscard d'Estaing. Emmanuel Macron ne pourrait même pas se représenter. Tellement ce scandale est un scandale d'État. La question que je pose, alors que nous avons une administration compétente, des hauts fonctionnaires, pourquoi avons-nous besoin de passer par un cabinet privé? 1,5 million d'euros, on a payé un rapport sur l'école de 200 pages. La page, elle coûte 2197 € la page pour un truc sur l'école qui n'a même pas été publié, même pas utilisé. D'abord, McKinsey est un groupe américain. Donc ça veut dire qu'on donne aux Américains des informations précieuses sur la haute administration française, sur la politique de la santé, puisque McKinsey s'est occupé de la politique de la santé, sur d'autres secteurs. Ça ne le gêne pas, manifestement. Ce sont des agences auxquelles Emmanuel Macron, il faut que les téléspectateurs le sachent, a fait appel des cabinets de conseil pour le conseiller sur la politique qu'il doit mener. C'est totalement antinational. Vous savez combien a coûté les consultants McKinsey qui font le travail de nos hauts fonctionnaires alors qu'on ne manque pas de hauts fonctionnaires de talent? Est-ce que vous savez, 3 milliards, croyez-moi, de l'argent, il y en a. La question, c'est vers où il va, cet argent? Les gens qui utilisent les cabinets de conseil pensent que le privé, c'est mieux. C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. McKinsey. Ce qui pour moi est un scandale d'État. Alors pas du tout, c'est pas un scandale d'État. Non, ça devrait, hein, d'État. L'État n'est pas omniscient, omnipotent. Il peut avoir recours à des cabinets d'experts sur certaines missions, sur certains points, pour venir les accompagner, les conseiller. Donc, nous allons nous assurer que McKinsey paye les impôts qu'il doit à la France. McKinsey ne passera pas entre les mailles du filet. Il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Voilà. La France est un pays de droit. C'est Dixit Emmanuel Macron. Bon, ben écoutez, bonjour à tous. Je me définis comme étant un accessoirement spécialiste de la France, gilet jaune convaincu. Et je me prénomme, enfin je me surnomme sur le net Djoubian. Voilà, Djoubian. Voilà, donc merci à vous, ceux qui me suivent de plus en plus, parce que ça y est, je commence à avoir beaucoup d'abonnés là. Ça revient. Puisque je vous explique qu'auparavant, YouTube a coupé mon compte, comme je ne suis pas le seul, hein, mais allez savoir pour quelles raisons. Vous aurez vite compris, c'est de la censure et rien d'autre. Donc ils ont coupé ça, c'était en décembre 2020. Et puis il y a un frère panafricain qui m'a dit non, tu ne vas pas rester comme ça parce que tu as des choses à dire. Et c'est grâce à lui que je suis de retour. Parce que c'est lui qui s'est occupé de me mettre sur Facebook, sur Twitter et tous les réseaux là. Voilà. Et donc le retour, c'est quoi? C'est la campagne électorale française. Bienvenue donc en République démocratique de France. Et comme je le dis constamment, régulièrement, que la France est une république bananière. C'est peu que de le dire. Et on a les pratiques, on a les preuves tous les jours qui passent. Vous voyez? Moi, j'aimerais bien me tromper, mais tous les jours qui passent, on en a les preuves. Là, aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'est le scandale. Et dire scandale, là aussi, c'est un euphémisme. Parce qu'au fond,
il y a deux aspects. D'abord, je vais aborder la question de McKinsey. Je ne suis pas un spécialiste, soyons d'accord. Je fais mon mea culpa, je fais mon aveu. Mais cela dit, je suis animé pour, comment dire, servir l'intérêt général. Je suis animé par la transparence. Donc, ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà, ce sont les deux valeurs qui me guident. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que je vais, à ma manière, donner mon sentiment sur cette histoire-là, sans être un spécialiste. On est d'accord, on est d'accord. Sachant qu'il y a des spécialistes qui, eux, vont faire la danse du ventre, qui, eux, vont faire ce qu'on appelle la masturbation intellectuelle. Et du coup, en fait, en gros, ils vont tourner autour du pot. Voilà. Alors qu'ils en savent, ils savent des choses, mais ils n'ont pas la force et le courage de les dire. Donc moi, je vais essayer. En tout cas, je donne mon point de vue. Donc ça veut dire que ce n'est pas vraiment une réponse des techniciens, mais c'est une réponse d'un citoyen libre. Voilà, par la pensée, l'intellect. Vous comprenez? Donc, là, les extraits que je vous ai montrés tout à l'heure, vous avez vu, il y a quelques personnalités là, et pas des moindres, hein, des gens qui sont très connus en France en tant qu'hommes et femmes politiques. Et ce qui est étonnant, c'est l'approche des uns et des autres. On a vu qui? On a vu Mme Marine Le Pen, on a vu M. Jean-Luc Mélenchon, et vous pouvez repasser, je vais vous envoyer le lien, hein, ou ceux qui sont très pressés, allez-y taper, enfin bon, je ne sais plus le nom, mais en tout cas, c'est un petit truc qui dure quelques minutes là, c'est une espèce de best-of, hein, quelqu'un comme ça qui a sélectionné, et puis moi j'ai retrouvé ça sur Internet en fait. Et donc, M. Macron lui-même, et puis qui est encore son ministre des Finances, hein, Bruno Le Maire, tout ça. Ouais, voilà, ils racontent, ils disent ce qu'ils en pensent sur ce scandale-là. En fait, c'est énorme. Et donc, moi, pareil, comme d'habitude, je suis toujours tenté de faire des comparaisons. Je dis, mais les scandales qu'il y a eu auparavant, parce qu'il y a eu des scandales concernant, rappelez-vous, les fameux diamants de Bokassa. Hein, c'est-à-dire que le maréchal, on est bon, le maréchal Jean Bédel Bokassa, et ça les Français n'ont pas pardonné, hein, parce que eux, comment dire, quand je dis les Français, j'entends l'oligarchie française, hein, ceux qui dirigent ce pays, hein, ceux qui tirent les ficelles. En fait, maréchal, c'est un titre très important pour l'histoire de France, et ce qui fait que ils vont s'amuser comme ça à vous laisser... vous désignez, hein, c'est le cas de Bokassa à l'époque, hein, Jean Bédel Bokassa, et puis après, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Et récemment, c'était Idriss Déby, voilà, lui aussi s'était porté maréchal. Ils n'aiment pas ça, c'est-à-dire qu'ils vous flattent, et puis après, ils vous achèvent. C'est clair pour moi, et ça, c'est mon point de vue personnel. Hein. Envoyez-moi des commentaires pour me dire si je me trompe. Voilà. Et de dire quoi? Et de dire que il y a eu donc l'affaire des diamants de Bokassa, parce que Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, il a profité hein, de la naïveté. Quand tu dis naïveté, le mot est faible. Parce que Jean Bédel Bokassa, à l'époque, l'ancien président de la République centrafricaine, eh bien, figurez-vous qu'il était dans une aliénation. Mais cela dit, je dis c'est une époque. On était au XXe siècle et puis voilà. Ils n'ont pas le recul que nous avons aujourd'hui. Parce que le pire, c'est même pas eux finalement. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des gens même beaucoup plus jeunes que moi qui sont aliénés. Et puis, il y a des gens qui sont un peu plus jeunes que Jean Bédel Bokassa, qui sont aliénés. Vous comprenez? Donc, je veux dire, c'est ça le pire. Parce qu'à un moment donné, comme on dit, l'erreur est humaine, mais c'est le fait de persister que ça devient diabolique. Donc, il faut sortir de là, et on peut sortir de là. On a suffisamment de moyens. Il y a un manque de volonté, parce qu'il y a des gens qui se complaisent dans l'aliénation, le complexe, l'aliénation et la corruption. Vous voyez? Et puis, surtout, la servitude volontaire. C'est un mot que j'affectionne aussi. L'expression, j'affectionne. Vous comprenez? Donc là, à l'époque, hein, Valéry Giscard d'Estaing, il allait en République centrafricaine, c'était son jardin privé, ou chasse gardée, enfin la France n'a jamais lu, lui, il en a fait une affaire personnelle, c'est-à-dire qu'il y allait comme il voulait, à tel point que, figurez-vous qu'il a passé une barre vraiment qui est rare, ça arrive, hein, mais c'est rare, c'est que il a couché avec l'épouse de Bokassa, et il a fait un enfant avec elle. C'est extraordinaire, c'est extravagant, vous voyez? Cette histoire-là, beaucoup de gens connaissent maintenant, mais tout le monde ne connaît pas. Voilà. Donc moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui apprennent ça maintenant. Donc voilà, c'est là où c'est intéressant. Bon, enfin bon, bref. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, paraît-il, qu'à l'époque, Giscard a perdu les élections en 1981. Hein, il a été battu par François Mitterrand suite à la révélation de les diamants hein, qu'il a pris avec, qu'il a volé comment dire, à Bokassa. Hein. Bokassa, il considérait Giscard comme son frère. Mais sérieux, hein, il y a des documents où lui-même il s'exprime, vous comprenez? Après, il était dans l'amertume, après, il était dans la colère, il était dans, vous voyez, dans une espèce de revanche comme ça, mais c'était trop tard pour lui. Vous voyez?
et puis au Fort de Boigny dans la combine, l'a récupéré. Je vous dis, moi quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai gardé le souvenir à Abidjan, Jean Bédel Bokassa, pour vous dire, c'est même pas quelqu'un qui m'a raconté, c'est du live là, c'est-à-dire que c'est mon vécu. Il résidait à l'hôtel du Parc, pour ceux qui connaissent à l'époque à Abidjan, l'hôtel du Parc, au plateau, voilà. Il ne savait pas qu'il résidait. Et comme j'étais déjà très intéressé à la politique, donc ça m'avait frappé à l'époque. Vous voyez, donc maintenant, à un certain âge, vous comprenez que voilà, tout ça, ces souvenirs sont intéressants à pouvoir faire les croiser, enfin, voilà. Et donc, moi, de mon point de vue, je pense que là, M. Macron, ben, en fait, il ne devait plus être là. Voilà. Il ne devrait plus être là. C'est parce que c'est très grave ce qui se passe. Mais, j'allais dire, là, on est dans le bouquet final, en réalité. Et je vous dis encore une fois, si ce monsieur, il a un deuxième mandat, mais alors là, je ne sais pas, les Français, je ne sais pas. Bon, il n'y a plus de mots. Je veux dire, il y a des gens qui ont fait moins que ça, on les a éliminés, mais lui, c'est lui qui détient le pompon, hein, il détient vraiment en matière de, comment on appelle ça, il est discrédité, comment dire, il est, comment dire, enfin, vous voyez, parce que c'est aller trop loin, à tous les niveaux. Hein, c'est-à-dire, on ne paye pas ses impôts alors qu'on est imposable, c'est-à-dire parce qu'il est millionnaire, hein, il est un ancien de chez Rothschild. En général, ce n'est pas des smicards, hein, en général. Hein, peut-être ceux qui sont peut-être à faire le ménage ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, de manière générale, quand on dit qu'on est banquier chez Rothschild, voilà, on est souvent bien loti au point de vue matériel, au point de vue financier. Donc ça a été le cas de M. Macron bien avant qu'il devienne conseiller à l'Élysée de François Hollande. Donc ce monsieur-là, normalement c'est un millionnaire. Hein? Et là, toujours pareil, j'ai dit, mais pourquoi ces révélations-là sortent maintenant? Pourquoi ils ne sortent pas alors qu'il a été élu depuis 2017? Voilà. Et même avant son élection, ça aurait dû sortir, mais pourquoi ça ne sort pas? Mais parce qu'on est dans une république bananière. Parce que dans une république qui se respecte, dans une démocratie qui se respecte, je fais toujours référence aux pays nordiques, hein, et bien figurez-vous que on sort les affaires, même il n'y a même pas d'affaires d'ailleurs, parce que très tôt les gens viennent, ils font un mea culpa et puis ils démissionnent, vous voyez. Mais ici, comme on est dans une culture latine, ça fait que c'est la marmaille à l'européenne, à l'occidentale. Excusez-moi, je suis en train de chercher la lumière là. Enfin, je veux dire le spot, parce que je trouve qu'au niveau de l'éclairage, c'est pas ça. Bon, on va faire avec. Donc, ce qui se passe, c'est que l'affaire McKinsey, c'est un cabinet de conseil. Bon. Et bien là, quand j'ai pris connaissance de cette histoire-là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais attendez, quand on écoute les infos, ça fait très longtemps qu'ils disaient souvent, hein, on va dire plus souvent les hommes politiques de droite, hein, et puis certains de gauche aussi, mais surtout de droite, ils disent que voilà, la fonction publique, c'est budgétivore, c'est-à-dire que ça prend beaucoup d'argent et qu'à l'époque où on vit, on n'a plus besoin de beaucoup de fonctionnaires. Bon. Mais moi, c'est ça qui me vient à l'esprit. Je me dis, mais attendez, la France a des gens très qualifiés, comme dans tous les pays en général, mais en France, moi j'y vis depuis bientôt 40 ans, au mois d'août, je vais vous dire qu'il y a des gens très très qualifiés, dans tous les niveaux, hein, c'est-à-dire médecine, n'en parlons pas, hein, simplement, au fil du temps, c'est les médiocres qui sont en place, et c'est pour ça qu'on a un nivellement par le bas. Mais sinon, si des gens, justement, qui sont qualifiés, on les met à des postes où il faut, et puis qui soient intègres, parce que je dis toujours que pour gérer le bien public, il faut des gens intègres. C'est un minimum. Ça se discute même pas, normalement. Vous voyez? Donc, ce qui se passe, c'est que M. Macron, il est dans une situation où il a fait des arrangements, c'est des arrangements entre amis, ce qu'on explique, hein, avec des gens comme Jacques Attali et tout. Il avait à l'époque été coopté. Hein, c'est Attali toujours, hein, il fait partie des gens qui font justement la pluie et le beau temps. Hein. Il n'y a pas que lui, mais lui il fait vraiment un pivot. C'est les tauliers, ce sont eux qui décident, voilà, qui c'est qui sera le prochain roi ou qui c'est qui sera la prochaine reine de France. Donc ça fait que, là pour cette histoire-là, normalement, quand on se fie aux histoires passées, il ne devrait même pas être président en 2017. Il ne devrait pas. Mais comme c'est l'oligarchie, là ça se confirme avec cette histoire de McKinsey là. Ça se confirme. C'est-à-dire que quand je dis souvent que c'est l'oligarchie qui fait le choix, et ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Quand je dis il y a des gens, je parle des gens surtout qui ont beaucoup de diplômes. C'est ça que je trouve extraordinaire. Mais c'est parce qu'ils sont dans la corruption morale. Hein, puis après, corruption matérielle. C'est ça. Parce que si ils se débarrassent de ça, mais moi, je veux dire que moi, je me mets à essayer de les regarder et puis à les écouter, et puis même à prendre des notes. Mais sauf que comme ils ne sont pas dans ce cas de figure-là, eh bien, qu'ils dégagent. Voilà. Et puis même, comme on dit, la nature a horreur du vide. Vous voyez? Et qu'est-ce qui fait que des gens comme nous, hein, qui n'avons pas forcément de grands diplômes, mais par contre, qui sont animés pour servir l'intérêt général, et qui sont des gens intègres.
C'est surtout ça. Et ça finit par se savoir, ça finit par on s'en rend compte. Hein, voilà. On s'en rend compte, on écoute les arguments, les explications, et tout est clair. Vous voyez? Donc, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier. Et donc, l'affaire McKinsey, donc je vous dis, c'est un cabinet de conseil qui est américain, paraît-il, et qui a conseillé Macron, là, depuis qu'il est au pouvoir. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, moi, je peux vous dire que, par rapport à ma profession, je vais vous dire le moment venu, mais en tous les cas, je peux vous dire que je suis redouté. Alors là, c'est prétentieux de dire ça, mais je vous dis, pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, comme je suis toujours intéressé pour l'intérêt général, en fait, moi, je demande à ce qu'on diligente une expertise. Ah ben oui, pour savoir l'argent qu'on verse à McKinsey, hein, on va l'évaluer par rapport à l'argent qu'on donne aux fonctionnaires pour faire le même travail. Et même mieux, parce que le fonctionnaire, c'est un agent de l'État, et donc, il va travailler pour l'État en tant que citoyen, en tant que patriote. Enfin, vous voyez, donc, c'est impeccable. Voilà. Et puis, je dis encore une fois, on ne pourra pas me dire que les gens de McKinsey sont plus qualifiés que des hauts fonctionnaires français. Hein. On ne peut pas me dire ça. On ne peut pas me convaincre. Ce n'est pas possible. Par contre, ce qu'on pourrait me dire, c'est ces gens-là, ben, c'est des arrangements entre amis, ce que je pense fort bien. Voilà. Donc, on leur donne beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, voilà, je te donne aujourd'hui, puis tu me donnes demain par une autre forme, ou ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a des arrangements. C'est clair et net. Vous voyez? Et ça fait que il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés. Et là, quand on voit la réaction de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, qui sont des figures importantes dans la vie politique française, on se dit, mais ils ne s'intéressent même pas au fond, ils s'intéressent à la forme. Parce qu'il y a deux aspects là. Vous avez l'aspect financier, mais ce n'est pas ça, je dirais, le plus scandaleux. Là, parce que l'aspect le plus scandaleux, c'est le fait que ces gens-là, McKinsey, ils ont accès au dossier de la France. Parce qu'ils ont fait des études sur la société française dans différents secteurs, notamment la santé. Mais il n'y a pas que la santé. Vous voyez? Donc, certains le disent, certains qui apparaissent là, quand vous voyez dans le zapping là. Voilà. Mais ce qui est regrettable, c'est que des gens beaucoup plus importants, parce que suivant la notoriété des uns et des autres, il y a des gens qui sont moins connus et qui vont le dire. Notamment, je pense à M. Lassalle. Lassalle, qui est le député là, sans étiquette, parce que c'est un ancien ami de Bayrou. Bon, il a pris ses distances avec Bayrou, parce que Bayrou... Bon, ils sont tous dans la marmaille. Hein, c'est la marmaille à la française. Bon. En réalité... Vous voyez bien que quand on parle de souveraineté, eh ben, c'est les patriotes qui doivent défendre les dossiers importants. Alors, je pense souvent aux pays africains. J'ai dit, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que la France n'est pas une référence en matière démocratique. Et donc, étrangement, les pays africains copient sur la France. Donc, vous comprenez bien que les KO, hein, C-H-A-O-S là, voilà, et puis même KO aussi, comme le terme anglais, out, voilà, les deux termes sont valables. Et oui, on assiste à ça, malheureusement. Maintenant, il n'est pas trop tard, puisqu'on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, les gens peuvent se réveiller, pourvu qu'ils veuillent bien. C'est toujours une question de volonté. Si on veut, on peut. On peut mettre du temps, mais on va y arriver. Il faut juste ne pas lâcher l'affaire. Vous voyez, donc quelques notes que j'ai prises, sachant qu'il y a deux trucs chez Macron, hein. Il y a l'histoire de McKinsey qu'ils ont réveillé, mais il y a aussi, avant McKinsey, le fait qu'ils sortent de chez Rothschild, et c'est d'ailleurs même chez Rothschild qu'il a d'abord gagné beaucoup d'argent en tant qu'ancien banquier. Puis après, maintenant, McKinsey, c'était une commission tenue par, comment dire, Jacques Attali, et puis lui, il était à côté, un jeune conseiller, et puis il a conseillé pour faire des transactions sur le rachat, je crois, d'une filiale de Nestlé, hein, par rapport à Pfizer. Ils ont racheté la branche enfant, machin. Mais c'est impressionnant, des arrangements entre amis, ils se font plaisir. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est l'argent public. C'est ça où c'est scandaleux. Et du coup, quand je fais référence toujours aux pays nordiques, et je dis que moi, c'est plus pour des raisons de froid, hein, je veux dire, très franchement. Parce qu'au niveau de leur fonctionnement, moi, je me sens proche d'eux que vraiment... Pour faire de la politique ou pour faire l'ajustement public, c'est-à-dire gérer les biens publics, mais là-bas, c'est impeccable. Moi, ça me convient, mais totalement. Voilà. Il y a juste le froid, parce que j'aime pas le froid. Puis plus les années avancent, à me dire, mais près. J'ai prévu, hein, je veux dire, back to roots, bien sûr. Mais non, mais c'est normal. Et, on est en train de travailler justement là-dessus, parce que avec tous les potentats, avec tous les dictateurs qui sont là-bas, je m'exprime ici comme ça librement, alors on me dirait il y a d'autres personnes qui s'expriment, mais justement, je vais en venir dans une deuxième vidéo que je ferai tout à l'heure. Ça va être porté sur l'Afrique. Pour l'instant, on va rester en France. Bon. Donc, c'est de dire quoi? C'est de dire que, franchement, McKinsey, les notes que j'ai prises, hein, quelques notes, hein, je vous dis encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais vous comprenez bien que je donne mon point de vue comme un citoyen libre.
cabinet de conseil, utilisation du cabinet du conseil en France hein, entre 2018 et 2021. Hein? Alors, on parle de scandale d'État, on signale que c'est un groupe américain. Hein? C'est suite aussi au rapport rendu par le Sénat français. Bon, là aussi, pareil, moi je dis, ils font dans l'illusion, ils donnent l'impression qu'ils sont en démocratie, alors que non. Parce que si on est réellement en démocratie, commission d'enquête, voilà. Commission d'enquête, d'abord par l'Assemblée nationale, qui est beaucoup plus importante au niveau du pouvoir que le Sénat. Hein, puisque le Sénat, c'est la deuxième chambre. Même si c'est vrai qu'au niveau de la Constitution française, si il y a, comment on appelle ça, une intérim à assurer, c'est plutôt le président de du Sénat au lieu du président de l'Assemblée nationale. Bon, ça, c'est un peu le paradoxe français. Que je t'embrouille, voilà, c'est là leur culture. Je t'embrouille. Hein. Ni vu ni connu, enfin bon, comprenne qui veut. Donc, le Sénat, je dis, pourquoi il n'y a pas de commission d'enquête? Même les deux assemblées d'ailleurs, voilà. Commission d'enquête. Et puis on tranche. Et comme il y a des documents importants dont ont pris connaissance McKinsey et compagnie, eh bien, il doit être traduit devant la haute cour. Mais M. Asselineau l'avait déjà signalé à plusieurs reprises pour d'autres faits. Là, ça ne fait que confirmer ce que lui a dit depuis des années. Vous voyez ce monsieur-là. Et j'ai signalé, il y en a ceux qui me faisaient des critiques en disant, oui, comment ils ont compris là, le fait qu'il soit éliminé, ils ont compris. Et moi, si vous regardez mes vidéos anciennes, je dis, je le soutiens par stratégie. Et puis je le soutiens aussi parce que ceux qui sont honnêtes m'intéressent. Voilà. Et puis comme on dit qu'il se ressemble, ça semble. Il est intègre. Dans la classe politique française, depuis ces 10-15 dernières années, c'est le seul. En tout cas, un des rares. Je sais pas. Parce qu'il y a des gens pas connus qui sont honnêtes. Mais des gens connus, lui, voilà, c'est le seul. La preuve, il l'a écarté. Vous comprenez? Bon, enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'il y a par la suite? J'ai relevé donc les propos de Macron. Macron, il dit, la France est un pays de droit. Voilà, c'est comme ça, il dit, bon, il faut lui mettre un nez de clown, et puis comme ça a du crédit. Mais non, parce que c'est le fait qu'il n'y a pas de nez de clown, donc voilà, c'est embêtant, parce que il y a beaucoup, des millions de Français qui prennent au sérieux ce qu'il dit en 2022. C'est ça qui est problématique. Donc moi, quand c'est comme ça, je dis, non, on va te mettre un nez de clown. Voilà, là, ça devient intéressant. Alors, donc il dit ça, c'est-à-dire que, non, c'est de la caricature. Si la France était un pays de droit, ça se saurait. Enfin bon, je prends des risques là, parce que j'ai des affaires aux tribunaux, là, enfin, devant les tribunaux. Donc je tiens à préciser aussi que faire ces vidéos, pour moi, c'est une thérapie. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que s'il y avait pas si je ne pouvais pas faire ces vidéos-là, si je n'avais pas la force de les faire, je peux vous dire, je vous dis, le moment viendra où je vais vous expliquer mon parcours professionnel. Vous allez voir. Il y en a beaucoup qui vont tomber des nues, naturellement. Mais oui, c'est pour ça que je dis faire ces vidéos-là, c'est un exécutoire, c'est vraiment une thérapie, c'est hyper important, psychologiquement, pour que je puisse tenir. C'est clair. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Nous allons nous assurer que McKinsey paye les impôts qu'il doit à la France. Ça, c'est les propos tenus par Bruno Le Maire. Il est ministre des Finances. Non mais attendez. Là, c'est ce que j'appelle, il insulte l'intelligence d'autrui, l'intelligence des Français. Et comme moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence, faire ces vidéos-là, c'est le minimum. Oui, non mais attendez, ça veut dire quoi? N'importe quoi. Parce que, malgré qu'on leur donne des millions, qui c'est de l'argent public, mais le pompon, c'est qu'ils ne payent même pas d'impôts. Ça fait bon. Quand je vous dis que la France, c'est une république bananière, donc bienvenue en République démocratique de France. Comprenne qui veut. Hein, ou comprenne qui peut. Et là, pour le cas, là, je préfère dire qui veut. N'importe quoi. Franchement. Ah là 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 là. Tous ces gens-là, ils doivent être traduits devant les tribunaux. Bah oui, parce que c'est de la haute trahison. À tous les niveaux, hein. Sur le plan de fournir des informations importantes qui concernent la France. Mais là, n'en parlons pas des pays africains. Bon, je reviendrai tout à l'heure pour l'Afrique. Pour l'instant, on parle de la France. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, si tu veux faire ton business privé, tu as le droit. Mais vas-y. Mais par contre, ce qui est gênant, c'est que ces gens-là, ils sont faits normalement pour le privé et ils viennent pour se mettre devant, pour s'accaparer des postes de pouvoir qui sont destinés qu'aux gens qui sont animés pour servir l'intérêt général. Vous voyez? L'intérêt du public, l'intérêt des citoyens, l'intérêt de tout le monde. L'argent public, c'est l'argent qui appartient à tout le monde. Les impôts que les gens payent, que nous payons. Ah oui, parce que moi aussi je paye les impôts, je suis un contribuable. Ah oui, c'est pour ça que d'ailleurs je ne me gêne pas à parler. Oui, même si tu n'es pas contribuable, tu as le droit de parler, parce que c'est le minimum en tant qu'être humain. Non mais attendez, il faut arrêter un peu. Vous comprenez? Bon, donc la suite, c'est quoi? C'est que s'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Bon, de toute façon, monsieur Emmanuel Macron, ça c'est encore lui qui dit ça. Hein, il dit que ça aille au pénal. Bon, alors que c'est lui qui est le président de la République. Et donc en France, hein, la justice, elle est sous la coupe du ministre de la Justice. Hein, le garde des Sceaux, comme ils disent. Voilà. Mais le garde des Sceaux, son chef, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, son chef, c'est Macron. Donc on n'a pas sorti... On tourne en rond, quoi, en fait. Bouillard! Mais oui, République bananière. Quand tu nous tiens. Donc, il n'est pas sa première, parce que Macron, quand il s'exprime comme ça, il est en fait dans la continuité de Nicolas Sarkozy. Voilà.
Moi, quand je regarde Macron, j'ai dit, mais c'est Sarkozy bis. Sauf qu'il n'a pas le... Parce que Sarkozy, il est authentique. Voilà. Il est authentique. Alors que Macron n'est pas authentique. Macron, il copie. Donc, quand tu copies, tu ne peux pas être comme l'original. On est d'accord. Bon, même si c'est vrai qu'avec l'évolution, la technologie, maintenant, quand on fait des copies, on voit que vraiment, c'est que des experts qui arrivent à... Sinon, comme ça, à vue d'œil, voilà, c'est comme l'original. C'est une façon de parler. Vous voyez? Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, il avait dit, en ce qui concerne l'affaire Benalla, qu'ils viennent me chercher. Mais les Gilets jaunes, ils sont en quête d'aller le chercher, là. Hein. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est que ce pays? Le mec, il est élu en 2017, et dès 2018, novembre 2018, il y a des citoyens, les Gilets jaunes en l'occurrence, qui sortent massivement pour demander des comptes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a plus de 30 qui sont éborgnés. Il y en a 11 au moins qui ont été tués. Il y a des gens qui sont actuellement en résidence surveillée. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller manifester comme ça librement. Il faut qu'ils aillent pointer au commissariat ou à la gendarmerie pour dire que voilà, je ne pouvais pas aller à tel endroit de Paris, notamment sur les Champs-Élysées. Vous vous rendez compte? Non, ce n'est pas une démocratie. C'est une dictature qui ne s'assume pas. Donc j'en appelle à ce que, justement, ceux qui dirigent ce pays, je dis faites votre coming out en matière démocratique. C'est-à-dire coming out, c'est-à-dire que dites ouvertement que nous sommes des dictateurs, nous sommes en dictature, voilà. Et je suis sûr qu'on va moins vous embêter. Je suis sûr, puisqu'on saura. Là, on vous embête parce que vous vous cachez et puis vous brandissez l'étiquette de démocrate, de républicain, de tout ce que vous voulez. N'importe quoi. Enfin, bon, bref. Donc, lui, il n'est pas à sa première, hein, quand il fait ces déclarations-là, comme ça, de grande gueule. Bon. C'est incroyable. Donc, la suite, c'est quoi? La suite, c'est un rapport hein, sur l'éducation nationale, par exemple, contenant 200 pages. Hein. McKinsey, là, ils ont fait un rapport sur l'éducation nationale, ça fait 200 pages, qui a coûté 1,5 million d'euros. Non mais attendez, dites-moi, quand je parlais tout à l'heure d'audit, donc on fasse des audits, on fasse des expertises précises sur ça, en disant que l'argent qu'on paye à McKinsey, là, est-ce que quand il y a les fonctionnaires sur les 10 dernières années, les fonctionnaires quand ils travaillaient, parce que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, on leur confie aussi des expertises et ils font leur boulot, même sans être hauts fonctionnaires, parce que c'est des professionnels, et donc ils font leur boulot et puis ils rendent des rapports. Vous voyez? Simplement, bon, la France, par contre, là où elle est forte aussi, et ça, c'est ce qui m'avait frappé il y a maintenant 20 ans au moins, hein, c'est qu'en France, vous avez ce qu'on appelle la Cour des comptes. Voilà, c'est ça. Mais la Cour des comptes, elle rend des rapports chaque année, et qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent ça à la presse, et puis après, ils mettent dans les tiroirs. Depuis 20 ans, c'est ça qui m'a scandalisé. Je me suis dit, mais attendez, mais la Cour des comptes, justement, son rôle, c'est de veiller, hein, de montrer hein, aux citoyens, au peuple français, hein, tous les dysfonctionnements dans la fonction publique, où l'État donne de l'argent, hein, comment c'est utilisé. Et donc, ils font leur rapport pour dire, voilà, un tel n'a pas fait le nécessaire, voilà, l'argent a été détourné, l'argent a été mis là où il ne fallait pas. Enfin, voilà, ils rendre des rapports, mais de très bonne qualité. Et là, ils font la publicité, les médias, ils prennent connaissance, et puis après, c'est rangé dans le tiroir. Maintenant, comme les médias aussi sont corrompus, parce que c'est eux maintenant d'aller ne pas lâcher l'affaire, mais le problème, c'est qu'on est dans une espèce de, vous savez, c'est cadenassé, tout est fermé. Oui, parce que les médias sont détenus par des grands groupes qui appartiennent aux oligarques. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on est en démocratie, ça n'a pas de sens. Hein? C'est pas sérieux. N'importe quoi, franchement. Vous vous rendez compte? Donc on dit que 200 pages qui a coûté 1,5 million d'euros, et donc la page a coûté 2197 euros. Bon, en tant que citoyen, on est en droit de se plaindre. Et nous, c'est par manque de moyens. Hein. Ah oui. Bon, en même temps, tu me diras, pour que ça puisse aboutir, il faut que la justice soit complètement indépendante. C'est pas toujours le cas. Je suis désolé, je prends des risques à dire ça en plus. Bouya, on est bon, on est bon. Mais oui, j'ai dit les pays nordiques, je pense à la Norvège, je pense à la Finlande, je pense à la Suède, je pense au Danemark. Vous voyez, c'est les références. Parce que là-bas, on rigole pas avec le bien public. Voilà. Et donc, le citoyen est respecté. Vous voyez? Et je le dis constamment parce que, alors que j'ai jamais été là-bas, hein, pour ne rien vous cacher. J'ai pas encore eu la chance d'y aller. Mais quoi qu'il en soit, hein, avec les informations que j'ai, la lecture et puis les documentaires et tout, mais c'est excellent. C'est excellent. Tu veux faire du privé, va faire du privé, tu as le droit. Mais par contre, si tu viens faire du public, sache que tu vas être intègre. Parce que l'argent que tu vas utiliser là, c'est l'argent de tout le monde. Les impôts, on travaille, on transpire. Hein? On passe tellement de temps au boulot, hein, ou à faire son business. Si on donne, toi, il faut que tu le gères correctement. Sinon, tu dégages. Et sinon, même, tu as des peines de prison. Oui, alors qu'ici, c'est pas ça. Ici, très souvent, on l'a chopé la main dans la confiture. Et au lieu de le mettre en prison, en fait, on lui donne même carrément, au minima, on lui donne la bouteille de confiture. On lui donne du pain, ça gratuit, c'est bon. Ou alors, on lui donne carrément même
la caisse, la boîte. Enfin, vous voyez? On lui donne le tout, on lui prend-le. Je caricature, mais pas, je suis pas loin de la réalité. Hein. C'est-à-dire qu'on nomme des gens. Au départ, ils étaient directeurs de cabinet ou ils étaient ministres. Après, on les nomme Premier ministre. Enfin bon, n'importe quoi, République bananière. Franchement. Enfin bon, je continue. Donc, nous sommes dans une République bananière, voilà, comme j'ai dit, hein, où l'hypocrisie est un sport national. On est d'accord, hein? Là, tout ce qui s'exprime là, les Jean-Luc Mélenchon, vous voyez, au lieu d'aller dans le fond, et là, il lui parle que de la forme. Et puis lui, là, parce qu'il en sait des choses. Marine Le Pen, pareil, elle parle de la somme, au lieu de... Elle qui se veut être patriote, hein, qui se veut être souverainiste, ben, elle parle de l'argent, enfin, il y a l'argent, mais c'est vrai, c'est l'argent, c'est vrai, mais il y a deux... En fait, il ne faut pas oublier les deux aspects, voilà. Non seulement le fait que c'est coûteux, mais aussi le fait que des informations importantes sont récupérées par ce cabinet-là. Il va en faire quoi après? C'est ça le risque. Mais il parle que... enfin, certains parlent du volet patriotique, hein, c'est ce que je viens de dire là, et puis d'autres qui sont les plus connus, eux, ils parlent que du financier. N'importe quoi. C'est pas sérieux. Il faut parler des deux. Voilà. Si on est sérieux, on parle des deux. Ah, c'est incroyable. Et donc, l'hypocrisie est un sport national. Je dis, pourquoi ce rapport sort-il maintenant? Bon, ça, c'est ce que j'ai dit au début. Hein, quel effet ce scandale aura sur les résultats du premier tour prévu le 10 avril 2022? Vous voyez? Parce qu'au fond, moi, j'ai dit que Macron, si l'oligarchie ne veut plus qu'il soit président, là, pour un deuxième mandat, ils ont les moyens, naturellement. Parce que regardez, François Fillon, hein, justement en 2017, mais combien de gens avaient parié que Fillon ne passerait pas le premier tour? Vous voyez? Donc, dans leur agenda, ils avaient prévu ça, ce scénario-là. Là, il faut être averti. Vous voyez? Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que au début, quand il faut revenir en arrière, hein, revenez, mettons, en 2015 ou en 2016, Fillon, quand il commençait à monter en puissance, eh bien, il avait ses chances. Mais eux, ils font ça pour... comme je dis, ils aiment humilier les gens. C'est une de leurs particularités. Hein. Humiliation, c'est vraiment... Ils adorent ça. Ils adorent ça. Ils prennent leurs pieds. C'est clair, hein. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Parce que tous les jours qui passent, je vois là comment ils humilient les gens. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, j'ai toujours dit, que Macron, si ils veulent le dégommer, ils peuvent. Mais si par contre, ils font comme ça juste à montrer... Parce que McKinsey, c'est suffisant. Même avant McKinsey, il devait partir, mais il est toujours là. Donc, ça veut dire que c'est lui qui, malheureusement, il risque de repasser là. C'est incroyable. Vous voyez? Donc, l'argent obtenu par le mécanisme du franc CFA, bon, là, voilà, on fait pour terminer, pour poursuivre. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai dit, en fait, on assiste à tout ce spectacle-là parce que c'est de l'argent africain. N'en déplaise à qui... Ça fait mal quand je dis ça. Oui, il y en a beaucoup, ça leur fait mal. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent, mais il ne faut pas le dire. Non. Mais le minimum pour moi, c'est de le dire. Ah ben non, parce que, attendez, on est du passage. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on sait qu'on ne le dit pas, c'est très grave. Parce qu'on devient complice. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein, je participe à ma manière pour servir l'intérêt général. Et faire ça, c'est le minimum. Hein. Ça veut dire que si j'avais plus de moyens, vous pensez bien. Ah oui. Vous savez ce que je me dis? Je dis, si j'avais les moyens, ce panneau-là, dans le métro, vous savez, ceux qui connaissent les métros parisiens, ou même dans les pays là-bas, même les pays, ça va être plus difficile en Afrique. Mais, pour vous dire. Voilà, diffuser dans le métro, les grandes affiches du métro là, vous mettez ça. Regardez les gens comment ils vont perdre. Ça va les perturber. Et c'est ça le but. Non. Mais alors que donc c'est pacifique, on est d'accord. Mais même ça, non. C'est pour ça que les frais qu'on met dans les... Aidez-nous. Parce que chacun a son génie. Ah là là, mais c'est terrible, hein. Mais bon, c'est la vie sur Terre, qu'est-ce que vous voulez. Et puis les jaloux, là, c'est ça. Je dis, voilà, accessoirement, j'ai mis après tout ça, j'ai jaloux. C'est ça le problème. Alors que non, on ne devrait pas être jaloux. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est un sentiment humain, c'est vrai. Mais il faut faire preuve d'intelligence et puis passer outre, parce qu'on peut faire l'effort. Puis après, parce qu'on est tous gagnants à la fin. Mais sauf que comme il y en a plein qui ne veulent pas, il y en a plein, hein, ils n'aiment pas ça qu'on soit tous gagnants. Mais sinon, on n'en serait pas là, on est d'accord. Voilà. Ah là là, c'est fatigant. Bon. Donc le rapport du Sénat, hein, qui contient 385 pages, il est sorti le 16 mars 2022. Mais les sénateurs, eux, ils ont rendu un rapport. Et donc, je pense bien que c'est des fonctionnaires qui ont travaillé là-dessus. Voilà. C'est pas, j'imagine... Et puis en plus, on dit que là, on accuse Macron, mais en réalité, il y a plein même de régions qui ont fait appel aussi à McKinsey. Voilà. Donc, mais c'est une république bananière. Hein. Je vous dis bienvenue en République démocratique de France. Après, ils veulent donner des leçons. Ah, c'est ça que je trouve insupportable. Parce que, au-delà de tout, moi, ce qui me tue, c'est qu'ils donnent des leçons. Mec, tu peux donner des leçons que si tu es exemplaire, mais tu n'es pas exemplaire quand tu donnes des leçons. Et ça, c'est la France, ça. L'escroquerie morale, c'est comme ça que j'appelle ça. Vous voyez, donc, conflit d'intérêts à grandeur nature. Hein, là, même quand tu dis qu'on conflit d'intérêts, le terme est faible. Il faut trouver un terme beaucoup plus fort. Donc, pour poursuivre, je dis très rapidement, hein, question sur Rothschild. Il a travaillé chez Rothschild, M. Macron, avant de venir. Il était banquier là-bas. Bon,
j'ai mis Rothschild à faire de non-déclaration des revenus voilà, au niveau des impôts. Voilà. Hein? Mais c'est connu ce que je dis là. Voilà, vous allez sur Internet, vous allez voir. Et il explique par la suite que il devait emprunter de l'argent à une banque pour faire des travaux dans la maison de Brigitte Macron, sa femme. Ah là là. Ah, je dis, mais ce qui a, là où le bas blesse, c'est que le citoyen ordinaire qui est smicard, qui n'a pas grand-chose, eh bien, deux fois, ou même souvent, il s'acharne sur lui. C'est ça. Et je reviens toujours pour reprendre les propos de Madame Eva Joly, qui est une Danoise. Fait que disent Danoise, non. Oui, norvégienne, excusez-moi. Elle est d'origine norvégienne. Voilà. Eh bien, elle vit en France depuis très longtemps. Et un jour, je vous dis, je l'ai écoutée à la télévision, et elle dit quelque chose que j'ai vraiment retenu. Elle a dit, puisqu'elle était juge, pôle financier, et puis députée européenne après. Mais elle dit, mais à partir du moment où les grandes sociétés, les multinationales, ils ne payent pas les impôts à la hauteur qu'ils devraient, mais c'est physique. On vient chercher l'argent chez le pauvre. Vous voyez, c'est ça qui est difficile à supporter. Vous comprenez? Et elle est partie aux oubliés, cette dame. Alors que elle, si on lui donnait vraiment les moyens, et puis, bon, à la limite, c'est vrai qu'elle a l'âge, j'aurais à la retraite, d'accord. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que pourquoi, après elle, il n'y a personne? Voilà. Après Madame Eva Joly, il n'y a personne là. Voilà. Alors que à l'époque de Madame Eva Joly, vous savez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté des gens comme Bernard Tapie, des gens même comme Roland Dumas. Alors que c'était des gros bonnets. Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de M. Mitterrand. Vous voyez? Donc, elle rigolait pas, elle. Mais c'était dû à sa culture. Mais je veux vous dire que c'était pas évident. Hein. Enfin bon. Il y a un film qui a été fait sur elle, d'ailleurs, traité par Claude Chabrol, le cinéaste français. Vous voyez? Enfin bon, ceux qui sont curieux pour aller regarder. Ah là là là. Donc, une commission extravagante qu'Emmanuel Macron aurait perçue, il a reçu de l'argent, en tant qu'associé gérant la banque d'affaires Rothschild, lorsqu'il a conseillé le rachat par Nestlé et la filiale de lait infantile de Pfizer. Pfizer, ça vous dit... Bon, sinon on risque de couper, donc on va rester là, que tu comprennes ceux qui peuvent. Un méga deal ou transaction à 12 milliards de dollars signé en avril 2012, où l'influence de Macron fut décisive pour convaincre la direction de Nestlé de payer le prix fort pour la filiale de son concurrent américain. C'est là quelques semaines avant qu'il devienne le secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée. Voilà, vous voyez. Donc, arrangement entre amis. Voilà, il a pu obtenir une grosse commission, et puis après, lui, bon, chacun... Évidemment, c'est le but, sinon ça n'a pas de sens. Donc, suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. Pourquoi? Parce que lui, il est millionnaire. Donc, quand il arrive au pouvoir, eh ben, il est dans une voie. Mais je pense que c'est plutôt l'oligarchie, comme c'est elle qui organise tout l'agenda de tout le monde, qui avait ce planning-là. Et lui, il a fait qu'exécuter. Et puis maintenant, il a sa petite part. Vous vous rendez compte? Après, on dit qu'on est dans une république démocratique. Non, mais... Enfin, oui, si. On a une république démocratique, c'est toujours sous un aspect, j'allais dire, d'ironie. C'est pour ceux qui n'ont pas compris, c'est de l'ironie. Quand on dit République démocratique, parce que moi je vous dis, souvent on dit de République démocratique du Congo, République démocratique, vous savez, concernant les pays africains. Alors que j'ai dit, mais les pays africains sont des enfants de cœur. La France c'est le pape, voilà. Ou au niveau de l'armée, la France c'est le maréchal, haut gradé. Puis eux là, c'est des bidasses en Afrique là-bas. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est des amateurs si vous voulez, en d'autres termes aussi. Et la France c'est des professionnels. Voilà. Donc, il est arrivé, il a fait supprimer l'impôt sur les grandes fortunes. Alors que tout ça, commission d'enquête, les parlementaires, Sénat, Assemblée nationale, députés, on s'associe, on crée une commission et puis on va passer au crible. Mais encore faut-il qu'il y ait de la transparence, faut-il que les gens agissent pour l'intérêt général. Alors que non, ils agissent pour leur propre business, sinon ça se saurait, évidemment. Quand on écarte M. Asselineau, voilà un monsieur qui lui, par contre, allait rouler pour l'intérêt général, ou roule pour l'intérêt général. C'est pour ça qu'on l'a écarté, on dit non, t'as rien compris toi. Les gars, je ne peux pas dire la vérité aux gens. Donc voilà, plus de 3 millions d'euros de gains réalisés chez Rothschild en 3 ans. Monsieur Macron, à l'époque, il a réalisé plus de 3 millions. Il est millionnaire. De toute façon, quand on dit millionnaire, tu as 1 million, ça y est, tu es millionnaire. Alors, lui, il a 3 millions. Donc, en 3 ans. Et on dit qu'au point de vue dépenses, ça fait grosso modo 1200 € par jour. Mais on dit, mais ouais, mais c'est difficile parce que là, il est à l'Élysée. Alors qu'à l'Élysée, les blanchis nourris. Tout est pris en charge. Nickel. Vous voyez? Et il se paye le luxe de déclarer moins de 200 000 € au fisc en 2014. Emmanuel Macron. Maintenant, je termine en faisant une évaluation, une information. J'ai pris un tableau comme ça. En 2017, les candidats qui étaient présents pour l'élection passée, pour donner une ordre d'idée, au niveau des déclarations, regardez, en janvier 2017, là, ça aussi, je crois que c'est pareil aussi, en janvier 2022, tous les candidats, ils ont montré, là, je me suis intéressé pour 2017.
puisque l'affaire, elle remonte depuis. Hein. Bon. On dit Dupont-Aignan, lui, il a déclaré 2 220 000 euros comme patrimoine. Asselineau, M. Asselineau, lui, il a déclaré 1 190 000 euros comme patrimoine. M. François Fillon, à l'époque, il a déclaré 1 30 000 euros comme patrimoine. M. Mélenchon a déclaré 965 000 euros comme patrimoine. M. Le Pen, Madame Le Pen plutôt, hein, Le Pen, il est fatigué, les vieux. Elle a déclaré 627 000 euros. M. Lassalle, lui, c'est 585 000 euros. Ce sont ses terres là-bas dans son village. Parce que lui, c'est un homme de terrain, un montagnard. Il est atypique. Il est aussi authentique, M. Lassalle. L'oligarchie, eux, ça les amuse, hein, parce que lui, il est le clown de service, si vous avez compris. M. Cheminade, qui est un homme très cultivé aussi, bon là, cette fois-ci, c'est pas présenté, mais à l'époque, il a déclaré 484 000 euros comme patrimoine. M. Benoît Hamon, il était sympathique, Benoît Hamon, mais bon, ils l'ont mis aussi pareil pour faire semblant, et puis l'amuser de la galerie, maintenant, on n'entend plus parler de lui. Maintenant, à l'époque, Benoît Hamon, lui, il a déclaré 300 000 euros de patrimoine. Et Mme Artaud, elle est toujours là, ça fait la 3e fois qu'elle se présente. Si on dit que c'est de la figuration, c'est peu que de le dire. Bah oui, non mais attendez. Bon, elle est professeure d'économie, je veux bien, mais moi je dis qu'elle se présente pour une élection municipale, je veux bien. Mais là, voilà, président de la République, c'est autre chose. Hein. Bon, mais en même temps, on se dit, quand on voit un gars comme Macron, mais elle a ses chances. Mais bien entendu, mais il faut arrêter à un moment donné. Franchement. Donc, elle a déclaré 264 000 euros. Elle est professeure, hein, bon, 264 000 euros comme patrimoine. Monsieur Macron lui-même, voilà, là où on a eu à la chute, là. À l'époque, en janvier 2017, M. Macron a déclaré 196 000 euros comme patrimoine. Mais de qui se moque-t-on? C'est ça là où le bas blesse. Parce que le mec, chez Rothschild, en 3 ans, il a réalisé 3 millions de gains, plus de 3 millions de gains. Voilà, donc c'est ça la discussion. Et là, je dis, on insulte l'intelligence des Français en permanence. Et puis ils sont là, ils sont perdus parce qu'ils n'y voient que du feu. Ils sont lobotomisés en longueur de journée avec des émissions à la con. Hanouna et compagnie, là. N'importe quoi. Et puis, M. Poutou, hein, j'ai de la sympathie parce que c'est un camarade. Enfin, je ne le connais pas, hein, mais je l'ai connu quand même parce que bon, là, le plus simple de tous les candidats, là, hein, il est conseiller municipal à Bordeaux. Après les élections, il a pu avoir un mandat, bon, tant mieux pour lui. Et lui, il avait déclaré en janvier 2017 31 000 euros hein, de patrimoine. Voilà. Vous voyez, donc, on revient toujours sur Macron parce que c'est lui qui nous intéresse. Hein, pendant 7 ans, hein, ils ont échappé à l'ISF, M. Macron et Brigitte Macron. Vous vous rendez compte, pendant 7 ans, alors qu'un pauvre smicard, alors on lui tombe dessus, s'il a fait une erreur, une petite erreur ou un oubli, majoration à la totale. Et puis comme ça, alors que voilà, il n'a pas grand-chose. Mais voilà, c'est ça la France. Les Gilets jaunes, on se bat justement pour changer tout ça. C'est rien d'autre. Hein. C'est de dire que dans ce pays, on nous parle de la devise qui est la liberté, l'égalité, la fraternité. Il faut que ça soit mis en pratique. Le fond de la bataille des Gilets jaunes, c'est ça. Et puis on dit non, vous n'avez rien compris. On veut que ça reste toujours de la théorie. On veut que ça reste toujours dans l'illusion. Voilà, blaguer les gens, hein, en fait, flatter les gens, flatter leur ego, l'ego des Français vis-à-vis du monde. Mais sauf que on arrive à la fin, là, parce que l'Afrique se réveille. Et puis M. Poutine est en train de faire le ménage. Hein, voilà, il est en train de faire le ménage, mais vous ne pouvez pas imaginer le travail qu'il est en train de faire. Parce que là, ce que je dis comme formulation, je dis que M. Poutine, en fait, il est en train de mettre les pendules à l'heure pour le 21e siècle. Parce qu'on est au 21e siècle et les pratiques qui existaient jusque-là, c'était des pratiques qui dataient des siècles derniers et surtout les pratiques du 20e siècle. Et lui, il est en train de mettre à l'heure. Vous comprenez, en termes pratiques, quand tu mets à l'heure ta montre, c'est pour être à l'heure. Voilà. Et puis c'est important. Sinon, c'est n'importe quoi. Voilà. En temps normal, les gens vont comprendre. Mais quand tu parles là, alors que ce que je dis là, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est du bon sens. Vous comprenez? Puis il faut s'informer aussi. Pour comprendre. Parce que si tu ne t'informes pas, tu ne vas pas comprendre ce que je dis là. C'est normal. Voilà. Donc, un deal à 9 milliards pour la transaction entre Danone et Pfizer. Un deal à 9 milliards. Donc les mecs, ils se font plaisir. C'est tout simplement ça, hein. Donc, bienvenue en République démocratique de France. Et pour terminer, surtout, hein, je ne vais pas oublier ça, c'est que Mama Pauline, en fait, c'est la grande dame camerounaise qui tient sa boulangerie, comment dire, à Levallois-Perret. Hein, je crois que c'est 88 rue du président Wilson. De toute façon, elle est sur les médias. Vous tapez Mama Pauline au Levallois et tout de suite, vous allez voir. Donc, allez la soutenir massivement parce qu'on veut lui prendre sa boulangerie. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais là, je suis allé la voir là, il y a quelques jours. Et j'ai vu qu'elle passe au tribunal de commerce le mardi demain, hein, mardi 5 avril 2022, à 10h. Donc, il faut y être là-bas, comment dire, au tribunal de commerce de Nanterre, à Nanterre. Hein, c'est le tribunal compétent, puisque on est dans le 92. Et pour la soutenir, il faut aller dès 9h, 9h même. Voilà, parce que si vous arrivez à 10h, c'est déjà fermé. Voilà, vous voyez? Enfin, ils sont déjà rentrés dans la salle, quoi. Il faut aller la soutenir massivement parce qu'elle est victime de la négrophobie. Hein, parce qu'elle est noire, on veut lui prendre sa boulangerie. Vous vous rendez compte? Et quand j'entends souvent, il parle de sentiments anti-français,
Elle, c'est même pas un sentiment. Elle, c'est une réalité parce que les sentiments, quand on dit sentiment anti-français en Afrique, je dis c'est du fantasme. Voilà. Pourquoi? Mais parce que je dis, au lieu de dire que les Africains en ont marre de la politique française, les Africains en ont marre de la France-Afrique, on ne peut pas dire ça, parce que ça, c'est la vérité. Le mensonge, c'est de dire sentiment anti-français. Mais là, j'ai dit, bon, ceux qui travaillent là-bas, les Français qui travaillent là-bas, pourquoi ils ne font pas des vidéos? Il n'y a qu'un seul qui a fait pour l'instant une vidéo, c'est un Français qui habite au Sénégal. Il est le seul. Donc les autres, ils sont dans la connivence. Et comme on dit souvent, qui ne dit rien consent. Donc ils sont d'accord avec la politique que mènent les dirigeants français en Afrique. C'est là où c'est grave. Donc que chacun prenne ses responsabilités. Il faut arrêter. Voilà. Donc Maman Pauline, elle mérite notre soutien. Hein, parce que ce qu'on constate chez nous, les Noirs et les Africains, c'est que quand il s'agit d'aller soutenir d'autres communautés, on est les premiers. Mais quand notre propre communauté, et c'est même pour ça qu'on est les derniers. Donc il faut que tout ça, ça change. Il faut qu'il y ait un changement de paradigme, mais radical. Voilà. Donc soutien, big up à Maman Pauline, dame très courageuse, très cultivée. Je dis toujours que faut que j'ai le temps de pouvoir la filmer en dehors de sa boulangerie. Parce qu'elle est très très cultivée. Vous ne pouvez pas imaginer. La géopolitique, mais elle gère ça, mais... Donc vous voyez, mais c'est seulement qu'on a en France. Et puis le sort qu'on réserve aux Africains. Parce que normalement, quelqu'un comme elle, bon, si ça lui fait plaisir de faire la boulangerie, d'accord, mais je crois que c'est souvent à défaut. Parce que quand elle était au Cameroun, ben, figurez-vous qu'elle était, comment on appelle ça, responsable dans une société privée, hein, responsable commerciale. Elle avait un poste important, de cadre. Vous voyez, voilà, on en est là, on en est là. Mais le combat, on lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Et voilà, portez-vous bien. Et puis, à très bientôt. On est en forme, c'est clair. Hein. C'est vraiment une thérapie de faire des vidéos.